Ranviard, je suis sociologue. J'habite à la campagne depuis très très longtemps, dans le sud du Vaucluse. Non, mais moi je suis sociologue, si vous voulez, pour dire les choses comme ça. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis un élève d'Edgar Morin, j'ai fait ma thèse avec lui. J'ai fait des études d'économie et de sociologie. Donc, si vous voulez, j'ai un regard assez économique sur les choses. L'économie ne me fait pas peur, je dirais, parce que j'ai même une thèse d'économie, même si je travaille comme sociologue. Donc voilà, je me dis, je finirai comme ça. Vous êtes un peu prospectiviste aussi. Oui, oui, bah oui, si vous voulez, mais moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est les changements de notre société et si vous voulez, comment est-ce qu'elle bouge, comment elle se transforme dans un monde qui change à toute vitesse, mais où en gros, on est pris dans une situation très particulière, c'est que les citoyens sont heureux parce qu'ils n'ont jamais été aussi libres, ils sont libres de leur choix. Enfin, 80% des Français disent qu'ils sont heureux. Et en même temps, on entend tous les discours de destruction, de dysfonctionnement, on éclaire en permanence les zones de tristesse et de malheur qui évidemment existent. J'essaye, si vous voulez, aussi de comprendre ce mouvement, à la fois ce bonheur privé qui submerge nos sociétés et le malheur public qui est le discours officiel sur cette société. Donc vous allez nous apporter un regard de sociologue. Urbain ou provincial? Non, mais moi, je suis provincial, hein, je suis profondément provincial. J'adore Paris, hein, j'y vais souvent, j'y ai mes habitudes et tout, mais je suis fondamentalement provincial. Je suis même un peu anti-parisien, si vous voulez. Je suis honnêtement saturé de ce monde médiatique et politique qui nous gouverne entre le micro-trottoir et le sondage, je veux dire. Et je pense, si vous voulez, que ce sont deux rapports à la réalité aussi biaisés l'un que l'autre. Donc, je suis un sociologue provincial et même rural. Alors, notre sujet, ville moyenne, ville médiane, dit Denis Turriot, le créateur du Sommet international de l'innovation en ville médiane. Est-ce que vous faites, vous, une différence entre ville moyenne, ville médiane, et qu'est-ce que vous mettez dans ce mot médiane? Médiane, ce n'est pas un mot que j'ai l'habitude d'utiliser, donc si vous voulez, je ne vais pas en dire grand-chose. Moi, je crois qu'il y a des... En plus, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un seul système de ville moyenne, si vous voulez. On est dans un pays où il y a des grandes métropoles qui structurent le tissu économique et culturel. Il y a un monde rural, des forêts, 80% du territoire, des villages qui structurent une société rurale encore forte, mais en partie hybridée avec des nouvelles populations. Et puis, entre les deux, il y a les habitants. Et les habitants, ils sont soit dans des grands lotissements périurbains, soit diffusés le long des voies de transport, sur des villes relais, des villes intermédiaires, mais elles ne sont pas toutes dans la même situation. Si vous voulez, depuis 40 ans, c'était en gros au sud des métropoles, il y avait des villes qui se développaient. Et puis, depuis la grande pandémie, on a un mouvement un peu différent. On voit très bien que les populations se diffusent le long des voies de chemin de fer autour des métropoles, même vers le nord, même vers l'est, qui étaient des destinations peu recherchées. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul modèle. Mais après, ce que les gens adorent, c'est effectivement habiter dans une ville moyenne où il y a entre 100 et 1000 habitants, autour de 100 000, un peu moins, un peu plus, où il y a un bon lycée, où il y a un minimum de vie culturelle et où il y a en gros un accès à une grande métropole en moins de 2 heures. C'est un peu ça le modèle. Mais il y a des zones où il reste des creux, si vous voulez. Pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des zones qui se développent bien et puis il y a des villes qui reculent. Et d'ailleurs, la carte électorale le dit assez clairement. Ces villes moyennes des 30 glorieuses, des post-30 glorieuses, hein, après les 30 glorieuses, c'est là où on a vu se développer la périurbanité, les villes moches, hein, comme le qualifient certains, avec ces grandes zones d'activité. Comment vous les voyez, comment vous les avez vues évoluer post-30 glorieuses, ces villes moyennes? D'abord, rappelons une chose, 70% des Français habitent dans des maisons individuelles, souvent avec jardin, hein, 70%. Il y a 16 millions de maisons individuelles en France pour 12 millions d'appartements. Et dans les 12 millions d'appartements, il y a 5 millions de gens qui vivent seuls, à peu près, hein. Et puis, dans ce qui reste, je dirais, les appartements où il y a plus d'une personne, ça fait quand même à peu près 7 millions, il y a souvent une résidence secondaire à peu près dans la moitié des cas. Donc, il faut bien voir, hein, le modèle de vie de cette société, c'est une maison avec jardin ou une birésidence. Et entre les deux, il y a un groupe social qui n'a ni la maison avec jardin ni la birésidence, qui effectivement est souvent la partie la plus défavorisée de la société, mais pas toujours, parce qu'il y a des zones dans le nord, par exemple, de maisons avec jardin très pauvres, dans les anciens corons, dans des choses comme ça, où les gens sont très, très déboussolés. Et puis, il y a ce qu'on
qu'on appelle les quartiers, des centaines de milliers d'immigrés notamment, qui ont en fait des maisons en Afrique qu'on ne considère pas comme des résidences secondaires, mais qui à terme ont le même usage et font peut-être pareil des maisons pour la retraite. Vous voyez, pour avoir une vision un peu compliquée de cette dynamique, l'originalité du modèle français, c'est que au XIXe siècle, tous les pays européens se sont vidés pour monter vers les zones industrielles, les mines, charbon, fer, et puis vers les grandes villes de la bureaucratie administrative. Donc on a la France, le sud s'est vidé, les toits étaient crevés dans l'après-guerre, enfin toute la Provence, l'intérieur de l'Occitanie, l'Auvergne, tout ça, c'était des zones très dépeuplées. Et partout, dans tous les autres pays d'Europe, si vous voulez, ce phénomène existe toujours parce que le développement moderne, le tourisme, etc., ne s'est pas développé dans les zones dépeuplées au siècle précédent. L'originalité du modèle français, c'est que le Sud, qui avait été abandonné, a été reconquis par le tourisme après la guerre de 40 et a entraîné une revitalisation des villes moyennes du Sud. Alors, ça a été un axe urbain, puisqu'on a eu Grenoble, après on a eu Nice, après on a eu Montpellier, après on a eu Nantes, on a eu Rennes, et puis alors, dernier, on a eu Bordeaux, pour prendre des villes moyennes de taille supérieure, mais qui peut aussi se retrouver dans des villes moyennes plus petites. Et donc, si vous voulez, du coup, on a un territoire profondément homogène, avec une zone de deuil post-industriel qui reste, qui est dans l'Est et qui est dans une partie du Nord, des nains, des zones comme Béthune, même encore un peu Amiens, où en gros, si vous voulez, le poids du deuil industriel est tellement récent que pour refaire vitalisation, c'est un énorme travail. Donc, vous voyez, il y a tous ces mouvements et il faut comprendre que le territoire porte la marque des deuils. Le Sud l'a porté au début du XXe, je veux dire, d'ailleurs, ça a été les zones de résistance, etc. Et puis maintenant, aujourd'hui, on voit bien que, effectivement, le Nord et l'Est est en grande difficulté, les gens sont un peu écrasés par ce deuil industriel, et en même temps, il y a un redémarrage. Alors, il y a un redémarrage industriel dans le Nord, parce que c'est une région où l'industrie est une fierté, c'est assez rare en France, mais c'est une région où, au fond, être ouvrier, c'est une très grande fierté. Et puis, dans la zone de l'Est, il y a effectivement, notamment avec la grande pandémie, vous avez la Saint-Dizier, Reims, bien entendu, et là, vous avez effectivement des gens qui ont quitté Paris, parce qu'au fond, on est près de Paris, on est à moins d'une heure de Paris, à peu près une heure en TGV, et donc on est là dans une immense de périurbanisation de villes moyennes qui est très liée à la pandémie, qui est intéressante à observer, parce que c'est une tendance contre-intuitive qui a l'air vivante. Comment elle structure le territoire français, ces villes moyennes? Si vous voulez, alors c'est là où ça dépend un peu, parce que ce qui les caractérisait, c'est au fond, c'était souvent des villes administratives, des villes-préfectures, des villes chefs-lieux de canton, donc elles avaient toutes ces fonctions-là. Et puis, elles avaient bien sûr des fonctions de marché et des fonctions d'éducation, voire des fonctions de culture, parce que souvent dans les villes moyennes, il y a un théâtre qui est effectivement un théâtre public, donc qui rentre comme le lycée, le théâtre, bon, ça fait partie des monuments urbains qui structurent un territoire. Donc, si vous voulez, on était dans ce type de logique. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'avec les moyens de transport rapides, d'abord, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ils vont aller consommer de la culture, soit pendant leurs vacances, puisqu'il y a 4000 festivals, qui font presque le premier marché culturel de France, soit dans les grandes métropoles. Donc, il y a des villes moyennes qui ont été dépossédées. Au fond, ce n'est plus des totalités, c'est des parties d'un tout. Chaque territoire est un petit peu différent. C'est très lié à la proximité des grandes métropoles en termes de transport. Et puis, effectivement, après, il y a la qualité architecturale. Il y a une partie de la France patrimoniale qui se développe bien parce qu'elle est portée par l'économie de la résidence secondaire et maintenant par les nouvelles populations. Prenez Tours, prenez Orléans, prenez même Blois. Vous êtes là dans des villes qui étaient un peu dans des creux. La Loire a été un peu dans un creux. Je pense qu'elle est un peu en train de remonter. Peut-être ça s'arrête après Tours. Peut-être qu'une ville comme Saumur, qui est une ville magnifique, a un peu plus de difficultés. Et puis, ça reprend après, évidemment, quand vous vous rapprochez de Nantes. Vous voyez, c'est pour ça que le territoire est extrêmement vivant. Quand on parle de la ville moyenne, souvent on imagine la place du marché, l'église, la cathédrale, suivant la ville. On idéalise un peu ces villes moyennes et en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la périurbanité est très très forte. Les gens, ils ne vivent pas forcément dans le cœur de ville. Ils ont une maison à l'extérieur. Ils font leurs courses à l'extérieur. 70% des Français font leurs courses en périurbanité et les centres-villes meurent. Comment on réconcilie ces deux France? Est-ce qu'on peut y arriver? Comment on fait? Il y a plusieurs choses, si vous voulez. Effectivement, on était 40 millions après-guerre. On est 66 millions. On est beaucoup plus nombreux. Donc forcément, on n'a pas élargi les rues.
Donc, si vous voulez, l'accès au cœur de ville, c'est d'ailleurs aussi pour les cœurs de village. Une partie des cœurs de village, on est obligé de les piétoniser parce que sinon, on ne peut plus y rentrer. On a un problème, ces cœurs de ville, au fond, ils sont à l'échelle d'une société où il y avait moitié moins d'habitants. Bon, ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est qu'effectivement, la France, pour des raisons diverses, a construit sa modernité sur le béton. Et effectivement, elle l'a construit autour effectivement d'une culture qui est d'ailleurs structurée par les lotissements, qui est structurée par les bâtiments HLM, qui est structurée par les supermarchés en béton, par les ronds-points. On est leader mondial du rond-point. On a 62 300 et quelques ronds-points. Juste pour donner un chiffre, les Allemands en ont 5 000, les Allemands 10 000, les Américains 10 000. Ça veut dire qu'on a restructuré notre territoire autour de la voiture, de la route. Vous savez, on parle toujours de Pompidou et des allées sur berge, mais ce qu'on a fait au territoire rural en matière de voitures, c'est encore beaucoup plus monstrueux que ce qu'on avait fait à Paris. Parce que si vous voulez, nos villes sont complètement entourées. Prenez Épinal, par exemple. On est entouré, mais Dijon, on est entouré d'un système autoroutier avec des ronds-points partout, comme si toutes les villes allaient avoir 500 000 habitants bientôt. Donc en plus, on a pensé large en termes d'agrandissement, qui a quelque part beaucoup. C'est-à-dire, la ville historique est un petit machin au milieu de cet immense ensemble qui consomme énormément d'espace, où l'espace est peu densément utilisé, où les bâtiments administratifs ou industriels sont éloignés des uns des autres, où il y a des grands parkings, etc. Donc, si vous voulez, ça, c'est le modèle qu'on a construit après-guerre. Et donc, au fond, la ville historique n'avait plus beaucoup de sens. Prenez Cognac, par exemple, le centre de Cognac, la rue, là, qu'est-ce qu'elle fait, la grande rue. Alors, c'est marrant parce que vous avez à 30 km, je crois, Saintes, qui marche relativement bien, parce qu'ils ont su garder une certaine forme de vitalité, de cohésion urbaine, de qualité du commerce. Vous voyez, alors que c'est des villes qui ne sont pas radicalement différentes. Donc, ça montre aussi qu'il y a eu des stratégies et des politiques. Moi, je crois que si vous voulez, on est à la fin de ce cycle parce qu'on est en train de passer du modèle où je prends ma voiture pour aller faire mes courses, pour aller travailler, pour chercher mes gamins, qui était le modèle des 30-40 dernières années, à un modèle de livraison. Et donc, ce qui est passionnant en ce moment, c'est qu'au fond, au lieu d'aller chercher les choses, on me les amène chez moi. Il y a à peu près 21 millions de clients chez Amazon, pour avoir un ordre de grandeur. Et donc, du coup, tout ce système est en train de se transformer. Et le télétravail, 38% des Français, c'est au fond la livraison du travail à domicile. Et donc, si vous avez là ça, vous avez une nouvelle organisation qui est en train de naître. Moi, j'appelle à la destruction des ronds-points. Je serais ravi quand il n'en restera plus que 20 000. Je pense qu'on peut en casser au moins la moitié, qui ont détruit des paysages extraordinaires. Et je pense, si vous voulez, voyez, ça, c'est une vraie question. Et du coup, c'est quoi le rôle de la ville-centre? Alors, évidemment, la ville-centre, il faut d'abord qu'elle ait des habitants. Donc, il y a une politique d'habitants, mais c'est très compliqué. Prenez Rennes, par exemple. C'est une des villes que j'admire le plus en matière d'urbanisme depuis 30 ans, parce que depuis 30 ans, ils travaillent sur la ville archipel. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est que les logements qu'ils construisent, les gens voient ou une ferme, ou une forêt, ou un patrimoine. C'est-à-dire que les gens soient en lien avec la nature et avec la mémoire. Donc, c'est leur politique, elle est extrêmement intéressante. Vous regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la ville historique de Rennes, elle a été merveilleusement restaurée, mais où est-ce qu'habitent les habitants? Les gens qui ont les moyens, ils habitent dans les immeubles neufs qu'il y a autour, qui regardent la ville historique, parce que la ville historique est un spectacle. Et puis parce que ça permet de garer la voiture en sous-sol, de décharger les courses, de ramener les enfants de l'école, etc. Et qui habitent dans la ville historique? Les étudiants, la fameuse rue de la Soif de Rennes, et puis la population immigrée, qui sont obligés d'accepter de ne pas pouvoir amener leur voiture pour décharger leurs courses, les mamans doivent porter les bébés, etc. Oui, du coup, effectivement, ils acceptent la contrainte parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, on a un phénomène inverse, c'est-à-dire que la ville historique devient le lieu des populations les plus fragiles, et au fond, le Boboland est autour, et la ville historique devient un paysage. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ça correspond assez à la ville de Rennes. Vous voyez, c'est pour ça que là, on est dans cette situation. Mais je veux insister sur le fait que le travail est en train de changer. Et si vous voulez, dans la ville historique, bien sûr qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être pas ce qu'on faisait avant. Qu'il faille mettre des habitants un peu, oui, bien sûr. Qu'il faille favoriser des artisanats, ce type de population. Alors, on voit bien se développer souvent dans les villes moyennes, des produits du terroir, toute une culture bio, etc. Et c'est excellent. Et puis, il faut multiplier les tiers-lieux. Je veux dire que le tiers-lieu, c'est-à-dire l'endroit où les gens qui font du télétravail vont travailler pour avoir des collègues, des copains et des amours, manger et rencontrer des artistes, et voir des expositions, etc. À mon avis, le tiers-lieu est la nouvelle maison du peuple numérique. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire on va rehabiter
le cœur de ville comme l'habitaient nos grands-parents, parce qu'on est beaucoup trop nombreux et que ce n'est pas à l'échelle et que quand on fait des courses aujourd'hui, c'est plus commode de mettre des gros sacs dans le coffre de sa voiture. Et donc, si vous voulez, vous avez ce modèle et puis vous avez le développement de cette proximité de la ville moyenne qui peut d'ailleurs correspondre à une population qui ne va pas faire des courses en gros, les jeunes notamment, parce que les étudiants, ils ne stockent pas, donc ils vont quasiment faire des courses repas par repas. Vous voyez, il y a toutes ces évolutions. Mais il ne faut pas penser la restauration de la ville moyenne. Il faut penser son utilisation dans nos nouveaux usages de société mobile, où on est en train de développer la livraison et le télétravail, et où donc effectivement la question c'est comment on vit dans une société où à peu près disons 40% des gens accèdent à une culture de télétravail, compte tenu du fait qu'une autre partie de la population, c'est-à-dire la population ouvrière et paysanne, elle vit généralement à côté de son lieu de travail, puisqu'on a mis les usines en périphérie des métropoles et on a mis des lotissements autour. Donc en fait, en général, les ouvriers habitent relativement près de leur lieu de travail, les agriculteurs aussi. Donc on est là sur ces modèles. Puis on a un groupe social qui est très malheureux, c'est les gens du care et du service, parce qu'effectivement, eux, ils ont souvent dans la ville leur lieu de travail, l'hôpital, le lycée, la gendarmerie, la police, etc. Et puis, ils n'ont pas les moyens d'habiter là, donc ils habitent loin. Et donc ça, c'est la population dont il faut qu'on se soucie. Et moi, je pense qu'un des enjeux de la ville moyenne, en fait, c'est de bouleverser la politique du logement social et de redonner, comme sous le temps de Jules Ferry, priorité dans le logement social aux gens, au moins des administrations déjà, qui travaillent à proximité. Et je pense que si déjà on recomposait le logement social avec les profs du lycée autour du lycée, les policiers autour de la gendarmerie, la police, si ce n'est pas la gendarmerie, etc., on aurait déjà un gros travail de recomposition aussi de la ville moyenne. Donc la préférence géographique. Absolument. Je pense, si vous voulez, que je ne m'en cache pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont les moyens d'amener le travail chez eux. Vous savez, la question d'aujourd'hui, c'est le proche. La pandémie nous a fait rentrer dans une société du proche. C'est le proche familial et le proche géographique. Et je pense que ça, c'est une demande extrêmement forte. Or, il y a des groupes sociaux qui y accèdent, les télétravailleurs, aussi les ouvriers et les paysans. Et puis, il y a des groupes sociaux qui n'y accèdent pas. Et je pense qu'il faut qu'on leur donne le droit d'accéder aux proches. Et en plus, je vous dirais qu'on est dans un monde de familles disruptives qui change souvent. Hein, plus la vie s'est allongée, plus on a la vie par séquences courtes. Donc, on a des amours successifs, des convictions successives, etc. On a gagné 20 ans d'espérance de vie. On n'avait pas envie de vivre 20 ans la même chose. Donc, on a changé nos pratiques sociales. Et si vous voulez, c'est à ça que la ville doit s'adapter. Il y a 1 800 000 femmes seules avec enfants. Ben, c'est bien la moindre des choses qu'elles habitent à côté de leurs parents. Sinon, comment on fait pour garder les enfants? Et de l'autre côté, il va y avoir 25% des personnes âgées. C'est bien normal qu'elles puissent habiter à côté de leurs enfants qui vont s'occuper d'eux. Donc, si vous voulez, si on continue à oublier que la famille est le grand organisateur des territoires, on va vers une société qui nous coûte une fortune et où les gens sont malheureux. J'allais vous poser la question des atouts des villes moyennes. L'atout principal, c'est la proximité, si je vous écoute. C'est qu'on a un sentiment d'appartenance qui est fort, si vous voulez. Je crois que, vous voyez, vous habitez à Nevers, vous habitez à Rouen, vous avez un sentiment de communauté, y compris parce que souvent c'est croisé dans les collèges, dans les écoles. Donc vous avez ça. Mais il ne faut pas se tromper, 50% des Français n'habitent pas dans leur département de naissance. Ne croyons pas qu'on revient à une société de natifs. Mais effectivement, vous avez cette forme de proximité, mais c'est pour ça, à condition qu'elle soit bien connectée avec les grandes villes, qui sont notamment le lieu d'éducation de la jeunesse. N'oublions jamais que, en gros, aujourd'hui, des jeunes qui font des études un peu longues, ils passent généralement par Paris ou par Marseille ou Lyon. Donc, il y a cette question de la structuration de l'éducation qui est évidemment un constat majeur. Et à l'inverse, il y a l'astreinte des quartiers les plus populaires où on leur met des enseignants moins compétents et en fait, on les bloque parce qu'au fond, on ne leur donne pas le droit à l'héritage éducatif qui est quand même plus important que l'héritage économique. Donc là, l'éducation est très, très cassée, si vous voulez, dans tout ça. Donc, je crois que c'est pour ça que j'essaye de ne vous donner que des cas particuliers, si vous voulez. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est que ça dépend d'où vous venez. Vous voyez, quand par exemple, vous voyez les populations qui viennent d'Afrique, elles vont naturellement à Paris. Parce que pour elles, la France, c'est Paris. Voilà. Et donc, ils vont à Paris. Bon. Et on voit, ils sont attirés par cette ville fortement parce que c'est celle qui est connue de chez eux, si vous voulez. Les gens qui viennent des campagnes, on voit bien chez les jeunes, les enfants, par exemple, les travaux de Salomé Berliou sont très intéressants. Au fond, leur rêve, c'est de monter à la ville plus grande qu'ils connaissent à côté de chez eux.
Alors que le gamin de Paris ou de Marseille, bah, lui, s'il fait Erasmus ou autre, bah, il va peut-être se demander s'il va au Japon ou en Allemagne. Vous voyez, plus vous êtes dans une ville puissante, plus vous allez vouloir monter dans la puissance supérieure. Et donc, un des gros problèmes qu'on a, c'est d'une part de donner aux jeunes des zones rurales ou des toutes petites villes l'accès à des réseaux où ils sautent, je dirais, l'étape de la ville moyenne pour accéder directement à la grande ville, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient astreints à une vie départementale, ce qui est souvent une vie d'ailleurs plus populaire et qui a moins de revenus économiques, de progression sociale. Vous voyez, il y a toutes ces stratégies territoriales sur lesquelles il faut qu'on travaille pour rétablir au fond une certaine forme d'égalité entre les citoyens. Pour le dire autrement, tout le monde voit bien qu'un gamin qui est élevé à Henri IV a plus de chances qu'un gamin qui est élevé à Bondy. Donc, comment on gère ces questions-là, c'est évidemment un enjeu central. Je vous ai entendu parler, on parlait des 30 glorieuses tout à l'heure, je vous ai entendu parler des 10 glorieuses déjà. Alors est-ce qu'il y aura les 10 glorieuses et quelle sera la place des villes moyennes dans ces 10 glorieuses? Mais si vous voulez, la grande pandémie, la guerre qu'on est en train de vivre en Ukraine, tout ça, au fond, remettent nos sociétés sur des fondamentaux que ma génération, c'est-à-dire en gros la génération d'une Peace and Love, on avait un peu abandonné. On a eu une période de paix, on a eu une période où on pensait que le monde était ouvert et qu'au fond, avec le développement économique, le voyage, le commerce, petit à petit, on allait faire progresser une société plus harmonieuse. Et puis, on s'était rendu compte que c'était moins vrai, on l'a bien vu avec le modèle chinois. Et là, on le voit bien avec la grande pandémie, les entreprises qui avaient pris l'habitude d'avoir un seul fournisseur à l'autre bout du monde se sont rendues compte que c'était absurde. Oui, les pandémies, c'est aussi pour nous. Oui, les guerres, c'est aussi pour nous. Oui, on a besoin de cette conviction qui mène au combat, que nous montrent les Ukrainiens, et qu'effectivement, il va falloir qu'on retrouve, enfin, j'espère qu'on n'aura pas à s'en servir, mais il va falloir qu'on le retrouve. Etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de se... Et alors, ce qui est très compliqué, c'est que donc, il y a de nouvelles barrières qui naissent, hein, il y a de nouvelles frontalités, et en même temps, évidemment, on a tous le seul vrai objectif de nos sociétés, c'est de gagner la bataille climatique. Donc, le vrai sujet, c'est quand même d'assurer l'humanité dans sa survie et donc de réinventer un commun sur un nouveau modèle économique, qui est le enjeu absolument central. On a toutes ces contradictions. Alors, ce qui se passe dans nos territoires, si vous voulez, en ce moment, c'est qu'effectivement, au fond, on s'est rendu compte pendant la grande pandémie que les 10 métropoles françaises, qui sont les hubs entre le monde numérique, la toile, et puis le monde intellectuel, le monde financier et le monde politique. En gros, le pouvoir économique, politique et intellectuel et la toile. Ça, c'est les grandes métropoles, c'est des hubs. Et puis, il y a de l'autre côté les 30% de forêts et les 53% de terres arables. Donc, les 80% de territoires qui seront la base d'un modèle agricole, écologique, où on produira l'énergie, la nourriture et le vêtement et les paysages. Donc, on a ces deux grandes masses, si vous voulez. Et ce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie, c'est qu'on n'est pas obligé d'habiter dans les métropoles, mais on est obligé d'y aller. Et il ne faut pas continuer à bouleverser les terres arables parce que c'est l'espace de survie écologique de nos sociétés. L'intérêt de la France, c'est qu'on a les deux. On a la plus grande métropole d'Europe. Paris, c'est aussi puissant que New York. Paris est la ville au monde où il y a le plus de scientifiques de la planète. Donc, si vous voulez, c'est une machine à penser, à chercher dans tous les domaines qui est absolument extraordinaire. Et Paris, moi je dis toujours, c'est le New York de l'Europe. Si on veut comprendre l'Île-de-France, il faut parler New York de l'Europe, qui n'est pas une capitale politique, je le rappelle, mais qui est effectivement avec la différence que New York est une ville de bord de mer et qu'effectivement le monde se restructure autour des capitales maritimes. Et qu'effectivement, que ça soit Londres, même la Ruhr est d'une certaine façon une immense zone de politique maritime. Et donc, si vous voulez, c'est une des difficultés qu'on a, nous, c'est qu'on a une capitale relativement terrienne. C'est pour ça qu'on voulait l'attirer évidemment vers Rouen, à travers la Seine. Il y a un enjeu, Paris, bord de mer, est un enjeu extrêmement important. Toute la question du canal avec les ports hollandais qui font un abandon de Marseille, mais la tentative de faire cette ville une ville portuaire. Et vous savez, c'est une des grandes questions en Russie, c'est que Moscou est une ville profondément terrienne, qui voit le monde à partir de la Terre. Donc il y a tout ça auquel il faut réfléchir. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos villes métropoles, 10, 12, 13, pas discuter, on ne peut pas se fâcher avec les élus locaux, elles ont deux extérieurs. Elles ont un extérieur, on va dire l'extérieur gilet jaune, qu'on a vu pendant la crise des gilets jaunes. Ce sont des petites villes qui sont très loin, où les gens ne sont pas partis, certaines personnes ne sont pas parties, mais elles font des grands trajets pour aller travailler. Vous prenez Saint-Flour, vous prenez Saint-Dizier, et du coup, ils font la voiture pour aller travailler. Donc, c'est des gens qui sont restés chez eux, mais qui sont déplacés pour travailler. Ou vous avez des gens des lotissements qui ont allé habiter à côté de la ville. Au fond, tous ces gens, ils se définissent en disant « j'habite à 1 heure d'eux, je suis à 1 heure de Paris, 1 heure de Marseille ». Donc, ils ne sont pas citoyens de la cité,
puisqu'ils habitent à l'extérieur de la cité. D'ailleurs, c'est une population massivement qui ne vote pas. Elle est massivement abstentionniste parce que justement, si elle votait, elle voterait dans la grande ville. C'est pour ça que j'avais proposé dans mon dernier livre on est tous deux droits de vote, l'un où on travaille, l'un où on habite. Et que du coup, le type qui va tous les jours de Saint-Flour travailler à Clermont-Ferrand, ben, il vote aux deux endroits et que du coup, on réunisse au fond l'espace démocratique autour de l'espace de quotidienneté et autour de l'espace de production, ce qui était quand même la base du modèle démocratique. Donc, vous voyez, on est sur ce type de transformation. Et l'autre aile de la ville, c'est l'aile, on va dire, télétravailleurs bobos, pour faire image. Au fond, c'est la France des résidences secondaires, c'est nos 4 millions de résidences secondaires qui définissent un territoire patrimonial. Il y en a une partie, c'est sur le bord de mer à Saint-Tropez ou au ski, donc celles-là ne sont pas dans mon sujet directement parce que ce n'est pas des résidences secondaires à 1 ou 2 heures de la ville-centre. Ce n'est pas le même type d'usage. Il y en a, je les appelle des résidences temporaires. Depuis très longtemps, avec Michel Marié, on travaillait là-dessus. Effectivement, parce qu'au fond, c'est des maisons, c'est à 2 heures, à moins de 2 heures de la résidence principale. On peut y aller le jeudi, le vendredi, selon ce qu'on a à faire, etc. Et puis, il y a les résidences secondaires de vacances dans des zones en fait, où on a des rapports beaucoup plus faibles. C'est deux mondes différents. Et donc là, vous avez, avec la télétravail, c'est clairement cette France-là. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure la Loire, mais prenez Paris autour, mais vous avez le même phénomène autour de Marseille ou autour de Lyon. Vous avez, regardez, même d'Arras, par exemple, par rapport à Lille, qui profite beaucoup de ce phénomène. C'est une ville patrimoniale, très belle, pas loin de Lille et Roubaix, mais en décalé. Bon, vous avez effectivement, vous pouvez avoir Mortagne-en-Perche, pour prendre un exemple un peu caricatural, mais vous avez Beauvais, vous pouvez aller même Amiens, peut en profiter si un jour le TGV s'y arrête, mais pour ça, ça va dépendre d'arrangements politiques. Vous voyez ce genre de situation. Et donc là, vous avez une deuxième aile à la ville, c'est une aile beaucoup plus bobo, qui se déplace en train, qui vient en ville, l'idéal c'est 2 jours par semaine, et qui va petit à petit inventer un mode de vie où, en gros, il va y avoir une partie de la France patrimoniale où il y aura des tiers-lieux et où là, il y aura effectivement une nouvelle façon au fond, de travailler ensemble, parce que c'est travailler ensemble avec des gens qui ne sont pas dans la même entreprise, qui n'ont pas le même métier, pas les mêmes patrons et pas les mêmes syndicats. Donc, c'est des voisins de travail qu'on aura l'habitude de voir 1 ou 2 fois par semaine, on mangera un morceau. Mais par contre, c'est les gens qu'on verra à la sortie du collège, c'est les gens qu'on verra à la salle de sport, à l'église ou à la mosquée, c'est-à-dire que c'est les gens du territoire. Bon, donc là, il va se créer un lien intéressant qui est lié au travail, mais pas à l'entreprise, qui est un lien tout à fait nouveau, qui ne va concerner qu'une partie de la société. Mais comme la France des Gilets jaunes ne concerne qu'une partie de la société, le cœur des Gilets jaunes, c'est, si vous voulez, le monde de la mobilité, ce sont essentiellement les chauffeurs, les conducteurs de camions, les conducteurs de VTT, etc. Au fond, c'est ceux qui ont remplacé la CGT des transports comme système de communication. Donc, la CGT Transport, c'était le cœur des luttes. Quand on arrêtait les trains et les métros, paf, ça y est, la France était en conflit majeur. Ben, aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que ce sont des indépendants qui sont culturellement plus proches du Illuminati que de la révolution communiste et qui donc vont avoir des modes de lutte très individualisés, etc. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Vous voyez, il y a tout ça qui bouge et qui avance et qu'il faut essayer de lire dans sa complexité. Et avec un des enjeux d'aménagement des villes, c'est d'essayer de les hybrider, c'est-à-dire qu'effectivement, les territoires des Gilets jaunes, on doit y recréer un espace de démocratie, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup trop de petites communes qui n'ont pas de sens, donc il faut sans doute repenser le territoire périurbain de la ville-jardin autour des grandes villes, redécouper les communes, faire des communes en gros à la taille des collèges, quoi. C'est un espace qui a un sens et d'essayer de reconstruire de la démocratie et du politique, c'est-à-dire de la citoyenneté en fait, alors que les télétravailleurs bobos qui viennent dans la ville 1 ou 2 jours par semaine, eux, ils incorporent l'identité du territoire qu'ils ont choisi dans leur identité et donc ils vont vous dire, moi je suis allé habiter à Tours, tu sais, je vois la Loire, c'est magnifique. Alors que le gilet jaune va vous dire, moi j'ai un terrain pas cher, pas loin de rond-point, c'est vachement commode. Donc c'est pas du tout la même appréhension de où j'habite. Un des liens entre les hommes, ça va être le numérique, hein, parce que tout ce que vous décrivez, c'est possible aussi grâce au numérique, la portabilité du travail, le passage au modèle de la livraison, tout ça, c'est le numérique. Comment on va faire pour créer des liens numériques et à l'inverse, ne pas avoir des silos numériques où chacun est dans son petit monde numérique à lui? Non, mais c'est un gros problème. Je pense que si vous voulez, alors Twitter et Facebook, c'est 2006, hein, pour se donner un peu une date. Moi, je le pose toujours comme date de vraiment le début de la révolution numérique. Avant, il y a déjà des ordinateurs, mais là, on rentre vraiment dans un monde où le numérique devient l'élément premier de la communication. Et la pandémie nous a fait basculer là-dedans. L'éducation a passé dans le numérique. Le lien
familiale est passée dans le numérique, et le lien de travail. Et avec la crise, par contre, du lien politique. C'est-à-dire, effectivement, on voit bien que le lien politique ne sait pas rentrer dans le monde du numérique, pour l'instant en tout cas. Bon. Donc on est sur cette situation, et en plus, là-dedans, on a laissé une espèce d'idéologie libertaire se développer dans cette sphère du numérique, portée par des intérêts américains gigantesques, et c'est une erreur majeure. C'est exactement comme au 19e siècle en France, avant les lois sur la presse, c'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait tout dire de n'importe qui, on risquait rien du tout, etc. Donc le numérique, les 20 prochaines années vont être un combat pour réguler le numérique, organiser le numérique, etc. C'est un enjeu majeur. Mais on est en société numérique, et c'est absolument définitif. Et dans cette société numérique, les nouvelles générations, elles vivent dans cette société numérique. Les jeunes, ils ne vont pas au théâtre, ils ont Internet. Ils ne vont pas à l'opéra, ils ont Internet. Donc, leur culture est dans la sphère du numérique. Ils communiquent avec le numérique. Ils regardent des séries. S'ils veulent se renseigner sur Van Gogh, ils vont chercher Van Gogh à la télévision, sur leur ordinateur. Donc, si vous voulez, là, on est face à une nouvelle génération dont le lien au réel est médiatisé par le numérique. Alors que les générations antérieures cherchaient au contraire à rassembler les gens dans les théâtres, dans les opéras, dans les bureaux de vote. C'était un moment important. La démocratie sans le bureau de vote, ça nous semblait n'a pas avoir de sens. Ben non, il va falloir accepter que sinon les jeunes ne votent plus. Il y a plus de 40 à 45% des jeunes qui n'ont pas voté parce qu'effectivement, ce n'est pas leur moyen de communication. Peut-être qu'il faut qu'on invente des bureaux numériques, des bureaux électoraux virtuels. Peut-être, je ne dis pas qu'il faut laisser chacun voter chez lui, mais vous voyez, il faut inventer de nouveaux lieux où on vient avec son ordinateur. Peut-être qu'on peut voter avec son téléphone portable, mais peut-être qu'on le fait dans un isoloir numérique, un endroit où on vérifie que ce n'est pas quelqu'un qui vous achète le truc, vous donne 10 € pour vous votiez pour un tel, parce que c'est tout le danger du vote s'il n'est plus dans un isoloir. Il y a là toute une façon de repenser le territoire numérique qui évidemment est un enjeu absolument majeur, parce que la jeunesse est essentiellement sur ce territoire-là, et donc ça médiatise le rapport au réel. Alors que pour les générations précédentes, ça a été une ouverture d'un territoire physique qu'ils connaissaient, le numérique, la télévision d'abord, et puis le numérique, au fond, ouvert une fenêtre nouvelle sur le monde. Et alors que les autres, ils sont tombés dedans tout bébé, donc ils n'ont pas la même relation. Territoire physique, territoire numérique. Le territoire physique, avant, les prolétaires allaient à l'usine, les ouvriers allaient à l'usine, à la mine, enfin bon, on se déplaçait sur un lieu de production. Est-ce qu'on peut dire maintenant, si on faisait un jeu de mots, qu'il y a des pro-nettaires, les prolétaires du net, qui font ce que les robots ne font pas encore ou ne feront pas demain, et qui sont les gens qui sont les victimes de l'ubérisation? Est-ce que cette société du net, elle est en train de produire un nouveau type de prolétariat complètement atomisé? C'est sûr que, si vous voulez, on ne va pas pleurer le fait que les métiers physiques durs aient tendance à disparaître. Vous voyez, moi, j'ai travaillé sur les chantiers quand j'avais 14 ans. Je vous assure que le fait que les sacs de ciment soient passés de 60 à 30 kilos, et le fait qu'on les monte avec des appareils de levée, je ne vois pas ça comme un recul historique, hein. Et en agriculture, puisque j'ai aussi une ferme, je veux dire, je vous assure que la mécanisation a vraiment changé la vie des hommes, même s'il y a encore tous les problèmes liés notamment à la chimie. Et donc, si vous voulez, faisons attention, le développement d'une société technologique a permis à nos corps d'être moins fatigués et donc à la vie de s'allonger. Donc ça, c'est la toile de fond du processus qu'on est en train de vivre. Après, effectivement, le numérique, c'est aussi une contrainte épouvantable. On mesure le temps des travailleurs à la minute, on leur dit, quand on voit dans les trucs de répondre par téléphone, etc., on leur dit, attends, tel mot, tu ne l'utilises pas, il est trop long, tu n'utilises que des mots courts, etc. Enfin bon, je veux dire, on formate des cerveaux à des espèces de machines. Donc je ne dis pas que c'est des sociétés plus douces au rapport de force et à l'exploitation. Je crois qu'il faut faire attention. Mais ce n'est pas le même type d'effort, si vous voulez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est plus dans des sociétés du repos, où on se reposait. Les vacances, c'était dormir et manger, quoi. Je veux dire, bon, c'était ça, là. Je veux dire, la vacance de l'ouvrier, il commençait d'abord par dormir et par faire la sieste. Après, on voyait si on jouait au boule ou si on jouait avec madame. Donc, c'était des moments tout à fait différents. On n'est plus là-dedans. On est une société du stress, avec des problèmes de déstressage, de rupture, de coupure, etc. En même temps, il faut aller voir. Vous voyez, moi, je suis allé voir chez des libéraux. J'ai travaillé pour eux. Enfin, je n'ai pas fait du vélo. Plus là, je n'ai jamais trop aimé la bicyclette. Mais si vous voulez, je suis allé voir. Je me suis rendu compte que, par exemple, la plupart des gens restent très peu de temps. Et qu'en fait, on va là parce qu'on a, je sais pas, on a envie d'acheter un ordinateur, on a envie d'acheter un vélo électrique, on a envie, j'en sais rien, moi, ou alors on est entre deux boulots, donc on a un creux, le chômage n'est pas suffisant à faire ça. Au fond, il faut penser dans nos sociétés toutes ces activités temporaires, en fait,
Et du coup, à ce moment-là, c'est plus la même chose. Si vous faites pendant 3 mois des livraisons de pizza à vélo, et que vous arrivez à gagner quelques milliers d'euros que vous mettez de côté, je dirais que c'est pas dramatique. Bon, si vous devez faire ça pendant 30 ans, c'est absolument monstrueux. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui est compliqué. Dans des sociétés comme les nôtres, il y a une règle fondamentale, c'est que plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. C'est ce paradoxe de nos sociétés modernes, parce qu'en permanence, on peut retenter notre chance, ce que nos parents ne pouvaient pas faire. Parce que élever les enfants, il fallait en faire assez tôt, les couples se mariaient tôt, on voulait que les enfants soient installés, ce qui voulait dire dans les années 50 à la campagne, quand on disait le fils est installé, ça voulait dire qu'il pouvait s'asseoir au bout de la table, et en gros, la fille, il fallait l'avoir mariée, quoi. Bon. Et donc, si vous voulez, c'était ça le modèle. Et après, les parents pouvaient mourir. Ils avaient fait leur job, ils avaient construit une vie, ils avaient installé leurs enfants. S'il restait un peu de temps, je vous rappelle que quand De Gaulle a fixé l'âge de la retraite à 65 ans, c'est parce que c'était l'âge de la mort de l'ouvrier. Donc l'âge de la retraite avait été choisi l'âge moyen de l'espérance de vie de l'ouvrier. Bon, il faut bien se représenter. Comme aujourd'hui, une dame qui prend sa retraite a 29 ans d'espérance de vie. Et ce n'est pas du tout le même monde, quoi. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Et donc, du coup, ces vies sont discontinues. Et donc, elles ont des ruptures. Et donc, comment est-ce qu'on gère ces passages entre deux couples? Il y a 1 million de séparations avec la grande pandémie. Qui s'est occupé de gérer ça? 6 millions d'enfants, ses parents, est-ce que tout le monde était d'accord pour se séparer? Vous savez, c'est jamais très simple, ces choses-là. Bon, je pensais c'est vrai, mais c'est pareil pour les ruptures du contrat de travail. C'est pareil. Comment est-ce qu'on porte avec soi tout ça? Et notre société, son problème, c'est plus la même question qu'avant. C'est plus d'offrir la garantie de stabilité. Ça, je pense que c'est la société industrielle. On s'est battu pour des contrats de travail longs, etc., et si possible à vie. Même si en fait, ce n'était pas vraiment le cas, mais enfin, c'était l'objectif. Le fonctionnaire, l'enseignant, passe un CAPES, le malheureux, à 24 ans, il en a pour 40 ans, à faire le même métier, à enseigner la même chose. Mais c'est insupportable dans le monde moderne. Et donc, si vous voulez, l'oppression, c'est comment on structure ces vies discontinues, comment on leur permet d'être des ruptures choisies, pour tout plus que subies, et comment on amène chaque fois avec soi ces avantages en termes de formation, en termes de droits syndicaux, en termes de droits sociaux. Oui, c'est le passage d'un modèle à un autre. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on est dans une société où les règles restent des règles d'une société de stabilité, alors que les pratiques des citoyens sont des pratiques de discontinuité. Vous voyez, pour ça, je mets toujours en avant l'idée que 58% des bébés naissent et vivent hors mariage, 65% des premiers-nés naissent hors mariage. Il y en a 7%, on dirait qu'on rétablit la loi, si on peut dire, en se mariant après la naissance. Mais la majorité des enfants ne seront jamais dans un couple marié. On peut prendre ça, les 50% de gens qui ne vivent pas dans le même département. Je peux vous trouver d'autres chiffres comme ça, qui font que, si vous voulez, c'est cette société du soi. Et ce qu'il faut démocratiser, c'est cette capacité à changer, mais avec des protections, évidemment. Alors qu'on dirait actuellement que les pauvres, il faut les fixer avec un travail à vie, dans un logement à vie, et puis qu'au fond, les catégories aisées, elles peuvent changer, être discontinuées, etc. Il faut démocratiser la discontinuité et la protéger, ce qui, évidemment, change beaucoup les rapports au territoire et les rapports au travail. Alors justement, en conclusion, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, le numérique qui restructure les choses, une vie séquencée, séquentielle, une instabilité, enfin tout ce qui a bouleversé complètement notre vie, une France idéalisée des villes moyennes avec la petite place du marché, mais une réalité périurbaine avec cette France pavillonnaire et des pavillons. Bon, par rapport à toutes ces idées qu'on vient d'émettre, en conclusion, la ville moyenne 2030, parce que ce n'est pas la peine d'aller à 2050, 2060, on ne sait pas du tout ce qu'elle sera, mais c'est quoi les atouts, les leviers de ces villes moyennes et quelle physionomie elle aura? Ben, moi, je dirais qu'il y a deux types de situations, si vous voulez. Il y a la ville moyenne un peu loin des grandes métropoles. Je pense que celles-là, elles sont du bon côté de l'éclairage, si on peut dire les choses comme ça, parce qu'elles correspondent au désir des gens. Ces villes moyennes à 1 heure en train, prenez La Rochelle, vous voyez, ces villes-là, c'est ce que les gens rêvent d'habiter, et sans doute plus que ma génération. Donc, si vous voulez, je pense que ces villes-là sont des villes où on se crée des start-up, où il y a des écoles privées, des écoles publiques, des écoles d'ingénieurs, etc. Donc, elles ont une vitalité. Vous pourrez prendre la vallée d'Aspe, vous pourrez prendre la Vendée, bien évidemment, etc. Donc là, vous avez des lieux dynamiques. L'autre côté dont il faut qu'on s'occupe, c'est ce que j'appelle la ville-jardin, c'est-à-dire le périurbain. Ou prenez Beauvais, prenez tout ça, où là, il faut qu'on redécoupe. Si j'étais De Gaulle, je ne ferais pas des villes nouvelles, mais des nouvelles
espaces politiques dans ce territoire-là, autour de villes un peu plus grosses que les autres, pour ça j'ai pris l'exemple de Beauvais, et donc, si vous voulez, du coup, de fait à ce qu'effectivement, on recrée de la citoyenneté. Au fond, la question qui va nous être posée, c'est est-ce que dans un monde numérique, on va rester en démocratie ou pas? Et au fond, on va rester en démocratie si on a de la citoyenneté par le territoire. Et la citoyenneté par le territoire, c'est des gens qui s'interconnaissent, qui se réunissent, qui peuvent se voir. Voilà. Et ça, si vous voulez, si on ne sait pas reconstruire ça, si la majorité des gens sont dans des non-lieux périurbains, ces gens qui disent j'habite à 1 heure de Paris ou 1 heure de Marseille, et avec la toile numérique, qui est une toile antidémocratique viscéralement, puisqu'elle est à la fois totalement libertaire et Baptiste n'a plus aucun critère de vérité. Donc, si vous voulez, là, on est dans un danger majeur de démocratie. Donc, il faut se dire, on va réorganiser le territoire pour en refaire un territoire démocratique. La ville moyenne est une échelle absolument excellente. Vous voyez, moi, je plaide, par exemple, pour que les arrondissements de Paris deviennent des communes indépendantes, prises dans une métropole, mais pareil à Marseille, etc. Vous trouvez normal que les quartiers nord à Marseille, il y a 200 000 habitants, ce n'est pas une mairie. Alors qu'il y a la mairie d'Aix, ils sont 120 000, mais au niveau de la métropole, le maire d'Aix, c'est une dame, mais c'est le sommet. Après le maire de Marseille. Mais attendez, c'est une petite ville. La grande ville, c'est le quartier nord. Et donc, il faut donner du pouvoir aux villes moyennes. Il faut considérer qu'un arrondissement, c'est une ville moyenne. Elle va avoir son autonomie politique à l'intérieur de la métropole. Et donc, là, d'un coup, vous allez avoir des structures différentes. Vous voyez, si on renforce les villes moyennes, j'allais dire, isolées, si on crée dans les villes, on transforme les arrondissements en communes de plein exercice à l'intérieur des métropoles, naturellement. Et si en plus on redécoupe autour des métropoles le territoire de la ville Jardin en petites villes de taille moyenne, de 50 à 100 000 habitants, on va se retrouver à réenraciner la société dans son territoire. Si on ne réenracine pas, on n'aura pas de citoyenneté. Et si on n'a pas de citoyenneté, je ne suis pas sûr qu'on aura de la démocratie. Et ma dernière question, où est-ce que vous aimeriez vivre aujourd'hui? Bah écoutez, moi je vis en Provence, donc je ne vais pas me plaindre. Je me suis installé à la campagne en étant babacool. Du coup, j'ai acheté une ruine qui valait rien et je me retrouve avec une maison que j'ai reconstruite moi-même, qui est une pure merveille en d'une colline. Mais il y a 50 ans, ça ne valait rien du tout. Alors, bon. Mais ceci dit, la France que j'aime beaucoup, c'est la France de l'Ouest parce qu'elle est beaucoup plus paisible. Vous voyez, j'ai un faible pour la région de Saintes et de Saint-Pons, c'est un lieu où je vais souvent. Mais pour être honnête avec vous, tous ces choix n'ont de sens que parce que je vais à Paris au moins 2 fois par mois. C'est-à-dire, je suis devenu un grand Parisien. Je n'ai jamais été à Paris, je n'ai pas fait d'études à Paris, tout ça, même si mon poste officiel, mon bureau, mon poste à Sciences Po est à Paris. Mais si vous voulez, je suis devenu un grand Parisien et je suis toujours très lié à Marseille, mais je suis devenu un grand Parisien. Et donc, au fond, si vous voulez, le problème de gens mobiles comme moi, c'est qu'on est quasiment birésident en permanence. C'est un privilège extraordinaire. Et donc, c'est pour ça, où vous aimez vivre, je vous répondrai en France, je vous répondrai plutôt dans le sud, mais plutôt pas trop loin d'une gare TGV. Je vous remercie beaucoup.